Donc, j'aimerais inviter dans quelques minutes la docteure Mylène Breton à vous présenter les différents modèles de soins primaires au Québec et ailleurs dans le monde. La docteure Breton est professeure agrégée au département des sciences de la santé communautaire du campus Longueuil de l'Université de Sherbrooke. Elle est aussi titulaire d'une chaire de recherche du Canada en gouvernance clinique sur les services de première ligne. Elle a reçu la bourse canadienne Hartnett CFHI 2019-2020 en politique et pratique de soins de santé. Le programme de recherche de Mylène consiste en des projets de recherche appliqués réalisés en partenariat avec des cliniciens, des gestionnaires, afin d'améliorer l'organisation des services de santé. Ces recherches actuelles portent sur le service de première ligne et visent à mieux comprendre les innovations organisationnelles prometteuses pour améliorer l'accessibilité et la continuité des services, des mots-clés qu'on entend souvent. Alors, sa présentation va être en français uniquement. Elle sera traduite et transmise rapidement après la rencontre. Merci de votre compréhension pour nos collègues anglophones. Je vous invite aussi à rester attentif aux éléments mentionnés parce qu'on va y revenir durant notre activité en sous-groupe à 14h30. Alors, docteur Breton, sans plus tarder, je vous cède la parole. Oui, bonjour à tous. Merci d'être présents, particulièrement que cette semaine, il fait très beau dehors. Alors, pour tous, là, c'est vraiment une très grande générosité, particulièrement dans ce contexte de température. Alors, aujourd'hui, c'est assez simple. Je vais vous faire un tour d'horizon des modèles internationaux pour s'inspirer. Qu'est-ce qui se fait dans le monde qui pourrait nous inspirer ou pour améliorer les modèles au Québec? Et je vais aussi, en même temps, vous parler c'est quoi nos modèles au Québec, les caractéristiques que vous connaissez déjà, puis peut-être que des choses que vous connaissez moins. Alors, c'est le plan, c'est de faire un bref tour du monde, puis qu'est-ce qui existe qui pourrait nous inspirer dans nos réflexions. Alors, attendez une seconde. OK. Fait que, sans surprise, pour commencer, vous le savez, l'organisation des soins primaires, c'est un enjeu extrêmement important, une valeur importante pour les Québécois, pour les Canadiens. C'est un enjeu médiatique, extrêmement politisé aussi, parce que ça nous tient à cœur cet enjeu d'avoir accès à un médecin de famille, avoir un médecin de famille, est-ce que je suis capable d'avoir des soins quand j'en ai besoin. Alors, c'est vraiment des éléments, des réflexions très importantes, puis à travers le Canada, puis c'est une valeur forte. Alors, deux éléments, je vais rapidement vous présenter des données, vous contextualiser qu'est-ce que c'est les soins primaires au Québec, au Canada par rapport au monde, en termes de financement, en termes de ressources humaines par rapport aux médecins de famille. Puis après, on va regarder différentes caractéristiques ensemble pour réfléchir sur l'organisation des soins. Alors, le premier, puis ça me fait penser, il y a 2 semaines, on en a parlé, le financement des soins primaires. Vous le savez, l'investissement dans la santé, dans notre, c'est un financement provincial avec des transferts fédéraux, mais c'est une part importante de notre budget au Québec, les services de santé. Et quand on regarde nos services de santé, on a environ 5 de notre enveloppe de services de santé qui est investi pour les soins primaires. Quand on parle soins primaires, on parle les médecins de famille, les cliniques médicales en première ligne. Puis c'est très faible par rapport à quand on se compare dans le monde. C'est une moyenne autour de 8 d'investissement en soins primaires. Alors, on investit moins de notre enveloppe globale en soins primaires, de notre enveloppe de système de santé. Puis on se rappelle que notre enveloppe de système de santé, elle est très importante. Elle tourne autour de 50 de notre budget provincial. Puis vous le savez, c'est de juridiction provinciale, les systèmes de santé. Quoi qu'on a la chance d'avoir des négociations, des transferts du fédéral, mais c'est pour ça aussi chaque province a ses orientations, ses modèles et selon ses choix. C'est ça qu'on peut voir des différences avec l'Ontario, la Colombie-Britannique, quoi qu'on partage des problématiques et des solutions similaires. Alors, première chose, les soins primaires, quand on parle de première ligne, on investit en moyenne moins que le reste du monde dans ce domaine-là. Ensuite de ça, un autre élément, est-ce qu'on a autant de médecins par rapport à dans le monde? Puis vous le savez, on parle beaucoup d'enjeux de médecins de famille. Quand on lit les nouvelles, l'attractivité pour devenir médecin, puis médecin de famille, c'est une problématique encore plus grande. Alors, ce qu'on voit, c'est quand on se compare dans le monde, on a peu de médecins de famille par capita. Alors, on a un enjeu par rapport à ça. Puis c'est aussi, il faut voir dans quel modèle on est organisé. Il y a des modèles aussi dans le monde avec beaucoup plus, on l'a vu pendant la COVID, beaucoup plus de lits hospitaliers ou de modèles que c'est vraiment, ils ont plus de médecins. Alors, on investit moins en soins primaires, on a moins de médecins par rapport au reste du monde, par rapport à la population, à 10 000 de population. Puis quand on regarde, OK, mais si on regarde en soins primaires, quand on parle de services offerts par les médecins en soins primaires,
combien on voit à peu près de médecins, là, à peu près là, par province, on voit qu'au Québec, on voit moins de patients par semaine quand on se compare au reste des provinces. Puis là, ben là, il faut réfléchir, est-ce que c'est parce qu'on travaille moins ou on travaille ailleurs? Puis je vous dis tout de suite la réponse, les médecins de famille au Québec ne travaillent pas moins en heures, mais ils voient moins de patients en première ligne qu'on parle de prise en charge parce qu'ils consacrent beaucoup de leur temps dans d'autres milieux qui n'est pas de la prise en charge. On peut penser en soins hospitaliers ou en soins longue durée. Alors, quand on se compare au Québec, quand on se compare au Canada, au Québec, on voit moins de patients en première ligne que par rapport aux autres provinces. Puis dans le monde, on est vraiment aussi le Canada, en Angleterre ou en France, ils voient plus de patients par semaine. Alors, c'est aussi une explication pourquoi on a moins de temps consacré par les professionnels en première ligne. Puis là, je vous avais dit, là, je veux dire, les médecins, au Canada, on se compare, on dit toujours qu'il y a peu de médecins de famille au Québec. On est relativement similaire en termes de nombre par rapport aux autres provinces, mais on a fait des choix stratégiques différents au Québec. On a imposé depuis 20 ans avec des activités médicales particulières à s'engager à faire couvrir des heures défavorables, par exemple, à l'hôpital, à travailler à l'urgence. Alors, on a obligé les médecins à pratiquer dans d'autres milieux et pas avoir une pratique exclusive. Ça s'explique pour ne pas avoir de pénurie en région rurale. Il y a une histoire par rapport à ça. Mais ça fait en sorte que si je travaille 45 heures, j'en consacre 15 heures dans l'hôpital, bien, j'en ai moins pour faire de la prise en charge directement en première ligne, qui est vraiment, qu'on a parlé, là, Marie-Dominique Beaulieu nous a parlé de toute la notion de continuité, accessibilité dans les organisations de soins primaires. Alors, c'est un élément d'explication. Fait que si on traduit, les médecins de famille consacrent moins de temps à faire de la prise en charge dans les organisations. C'est aussi, ça l'exclut quand on a une médecine qui est aussi plus dite spécialisée. Je fais juste des suivis de grossesse, médecine sportive, et ça fait en sorte que ces médecins-là ne font pas de prise en charge de bébés à personnes âgées sur une histoire de vie. Alors, c'est un autre élément d'information intéressant. On a parlé beaucoup, puis on va en parler beaucoup, c'est une caractéristique extrêmement importante des systèmes de santé. Est-ce que vous avez une affiliation, on appelle une source régulière de soins? Avez-vous une clinique médicale que vous avez une relation, vous allez toujours à cette source régulière qui vous connaît? Ou sinon, on espère avoir, est-ce que vous avez, on dit souvent, un médecin de famille? Est-ce que vous avez une affiliation avec un professionnel qui vous connaît? Toute la notion de continuité relationnelle. Puis on en parle beaucoup là, dans travers le monde. Il y a des pays que tout le monde a un médecin de famille ou tout le monde est lié à une organisation. Ça dépend le modèle. On peut avoir une affiliation avec une clinique médicale ou une affiliation directement avec un professionnel qui nous connaît. Marie-Dominique nous a très bien montré que les indicateurs sont très performants quand on sait qu'il y a une personne qui nous connaît sur une base à long terme, la continuité relationnelle. Alors, au Canada, on est vraiment très défavorable quand on se compare le FCMW, c'est les données du Commonwealth Fund qui comparent les différents pays. Puis au Canada, on est très défavorable constamment sur cet indicateur. C'est quoi la proportion de la population qui ont un médecin de famille ou une source régulière? On est autour de 90, puis au Québec, Canada, on est parmi les pires dans le monde, puis le Québec, on est une des provinces, on est la pire province au Canada. Fait que vous pouvez juste garder qu'on n'est pas très bon sur l'élément. Est-ce que vous avez un médecin de famille sur cet élément-là? Puis aussi la côté de relation. Puis nos données, cette enquête-là est faite aux 4 ans internationale par le Commonwealth Fund. Nos résultats se sont dégradés de 2016 à 2022 lors de la dernière enquête. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir quand on regarde, c'est qui dans une population qui n'a pas de médecin de famille? C'est peut-être la bonne nouvelle. Les personnes âgées sont plus susceptibles d'avoir un médecin de famille. C'est une excellente nouvelle. Mais quand on regarde plus dans le détail dans une population, les gens qui ont moins de médecins de famille, c'est souvent les jeunes qui fait qu'on observe une variation par rapport à cette caractéristique-là. Et aussi, il y a d'autres études, là, des fois, des patients qui ont des caractéristiques socio-démographiques de faible scolarité ou faible revenu pourraient être susceptibles d'avoir moins de médecins de famille que des gens qui sont plus nantis. Alors, vraiment, on observe parfois ce gradient d'inéquité par rapport au fait d'avoir un médecin de famille. Je vous ai dit qu'on n'était pas très bon au Canada, mais quand je vous le montre, là, c'est un enjeu. Là. Au Canada, vous le savez, là, on dit toujours moins de 80 là, 75 un médecin de famille, puis il y a des provinces qui réussissent quand même très bien, mais c'est une importante problématique canadienne. C'est vraiment au Canada qu'on a ce problème-là. Il y a des pays dans le monde là, que je vous ai montré, l'Angleterre,
Portugal, on parle moins de cet enjeu-là. Tout le monde a un médecin de famille. J'aimerais porter votre attention à avoir un médecin de famille, mais est-ce que vous l'avez sur une base continue? On est quand même bien, mais 60% disent que j'ai une continuité relationnelle. L'accessibilité, c'est bien. La continuité, c'est mieux. Est-ce que vous avez une personne qui vous connaît? On parle souvent du médecin de famille ou l'infirmière praticienne. Ça pourrait être un autre professionnel, mais est-ce que vous avez une relation particulière avec un professionnel qui nous connaît, qui fait office de répondant sur une base régulière? Alors ça, c'est un peu les grandes données. Là, on retient faible investissement en première ligne. On retient qu'on a moins de médecins de famille, puis qu'on a des médecins de famille, ils travaillent ailleurs. Fait que ça peut expliquer pourquoi ils ont moins de capacité à prendre en charge des patients. Puis c'est aussi expliqué grandement au Québec par notre modèle d'organisation qui demande à des médecins de famille de consacrer une part de leur temps en dehors des organisations de soins primaires où on fait de la prise en charge. Alors, comme j'aimerais ça vous dire maintenant, à travers le monde, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, nous autres, un des enjeux, puis c'est le premier que je vous nomme parce que c'est ce qu'on parle dans l'actualité, on revient constamment avec ça. Au niveau de M. Legault, le premier ministre, c'est un enjeu électoral. Comment on fait pour se trouver un médecin de famille ou une infirmière praticienne? T'sais, si on dit, la littérature a dit, c'est assez évident, là, une des caractéristiques clés, c'est d'avoir une relation avec une personne qui nous connaît, qui est un prestataire régulier, ou avoir un lien avec une clinique médicale qui nous connaît, une source régulière de soins. Là, il y a des moyens, il y a des modalités, qu'il y a des cliniques que c'est une inscription automatique dans une clinique médicale près de son domicile, comme la Finlande, ou c'est une inscription automatique à un médecin de famille, comme en Norvège. Fait qu'il y a vraiment ce mécanisme organisé que tu es inscrit automatiquement près de ton domicile, puis que le patient a la capacité de changer chaque année s'il souhaite pour des enjeux personnels ou peu importe la raison, le patient peut demander de changer, puis c'est vraiment coordonné pour avoir ce médecin de famille-là. Il y a d'autres cliniques qui ont l'obligation d'accepter des patients du quartier. Puis pour vous donner un exemple, en Angleterre, ils ont jusqu'à 6 semaines pour inscrire les patients automatiquement avec un médecin de famille. Alors, c'est sûr, dans des systèmes où tout le monde a un médecin de famille, tout le monde est inscrit, il y a des mécanismes formels que c'est une responsabilité de quartier, par exemple, de trouver un médecin de famille. On peut faire le parallèle pour ceux que le système scolaire au Québec, quand on déménage de quartier, bien, c'est pas à vous, c'est pas aux parents à retrouver une école puis à appeler des écoles pour prendre l'enfant. C'est localisé selon votre maison, puis ils ont la responsabilité dans le quartier d'inscrire votre enfant à l'école. Alors, c'est même un peu cette image-là est utilisée dans certains pays pour soit à une clinique médicale ou à un médecin, puis c'est pas la responsabilité du patient de se trouver un médecin ou une clinique médicale, c'est vraiment une responsabilité coordonnée par une organisation. Au Québec, puis au Canada, en fait, vous le savez, je vous ai dit qu'on avait un gros problème de trouver un médecin de famille. On a mis en place des listes d'attente centralisées pour ceux qui ont déjà entendu parler, les guichets d'accès aux médecins de famille. C'est une liste d'attente, c'est ça, centralisée. Cette idée de liste d'attente ou de guichet est implantée dans 8 provinces au Canada. Là. Fait qu'on a tous le même problème, on a mis tous une stratégie similaire. Puis même au Québec, on est une des plus sophistiquées dans notre guichet d'accès médecin de famille ou qu'un système de priorisation selon des catégories de patients qu'on juge plus urgents. On essaie de les jumeler ou de les inscrire avec un patient, avec un médecin plutôt versus, admettons, au Manitoba, que c'est le premier arrivé, premier servi, puis c'est vraiment selon la date d'inscription. Et gardez qu'ici, on a fait une inscription, c'est le patient qui s'inscrit de manière géographique parce que c'est inscrit avec son code postal, puis selon l'offre et la demande, il y a une capacité d'être inscrit à un médecin de famille. Alors, on a aidé à coordonner la navigation, mais pour ceux qui ont passé à travers ces guichets d'accès médecin de famille, il faut être patient, ça peut prendre quelques années. Donner une idée, les guichets étaient quand même au Québec là, depuis leur implantation en 2009. C'est un mécanisme qui a vraiment réussi à inscrire beaucoup de Québécois avec des médecins de famille. On parle de 1,5 million de Québécois qui ont été inscrits avec un médecin via ce mécanisme. Puis tout récemment, puis je vais essayer de vous expliquer la nuance, c'était une position électorale. Rappelez-vous, on va trouver un médecin de famille à tous, on va vider, qu'on disait, les guichets. Il y a eu tout récemment une inscription de 500 000 patients, on appelle les inscrits collectifs. Parce que vous savez, c'est quoi? C'est que les patients ont été inscrits dans des cliniques médicales. Alors, mettons, une clinique a pris 1000 nouveaux patients, mais le patient ne peut pas appeler directement cette clinique-là. Mais s'il l'appelle via le guichet d'accès première ligne, il pourra avoir idéalement un rendez-vous dans le
dans la clinique avec qui a été inscrit collectivement. Selon moi, on va en parler, là, c'est vraiment purement politique, ça ne donne aucun service vraiment direct aux patients. Puis il y a eu des négociations. Puis là, maintenant, si vous lisez les journaux, on dit cette année, les médecins, on a inscrit 500 000 patients, mais c'est des inscrits collectifs. Il n'y a pas de professionnels liés directement. Il y a une clinique qui est une bonne idée. On inscrit ces patients-là à une clinique médicale. L'idée est excellente. Sauf que le patient ne peut pas appeler directement à la clinique. C'est pour ça que je dis que c'est une bonne idée, faite à moitié des incitatifs financiers extrêmement importants pour les médecins pour participer à cette inscription collective. Et on a une troisième catégorie de patients au Québec qui est des patients orphelins qui sont sans médecin de famille, ils ne sont pas inscrits. Puis là, c'est pour ça que je dis la troisième catégorie sont orphelins, ils ne sont pas inscrits collectivement. Alors, on a des enjeux importants pour avoir un médecin de famille. Puis moi, je vous parle de 3 catégories actuellement de services, puis les patients d'organisation de services. Puis quand on s'inscrit dans le guichet, vous pouvez réussir à avoir un médecin de famille, mais il faut être patient, c'est en moyenne 600 jours. Puis vous voyez une très grande variation dans le délai pour être inscrit à un médecin de famille par rapport au lieu d'habitation au Québec. Comme vous voyez, de Montréal en Gaspésie, on a facilement une différence de 600 jours. Alors, une grande iniquité entre les régions dans le délai pour avoir un médecin de famille. Je fais un aparté parce qu'on en parle de plus en plus, puis c'est juste au Québec, c'est une innovation québécoise. Ça n'existe pas nulle part ailleurs au Canada. Les guichets d'accès pour la première ligne, le médecin de famille, il y a 7 provinces qui ont mis en place leur guichet. C'est quand même une innovation partagée. Au Québec, on est le guichet qui a la plus longue liste d'attente. Puis là, on s'est dit, les patients attendent parfois 2, 4 ans. Puis là, pendant qu'ils sont orphelins, il faudrait les aider à naviguer ou à trouver des consultations médicales. Alors, on a implanté à l'échelle de la province des guichets d'accès première ligne. Et encore là, il y a une très, très grande variation dans l'offre de services, dans l'implantation des guichets au Québec. Puis c'est vraiment pour aider la navigation puis l'offre de services. Puis c'est basé sur l'idée, on va trouver des rendez-vous médicaux pour ceux qui en ont besoin avec un algorithme d'orientation fait par une infirmière en misant que dans 60 des besoins vont être orientés vers une clinique médicale, mais dans une consultation, 40 des consultations, on va les orienter vers un autre professionnel. Fait qu'on développe cette vision-là d'orienter au bon professionnel, sauf que là, on a beau dire, OK, cette patient-là devrait voir une infirmière clinicienne, nos modalités ne sont pas très bien développées pour l'orienter effectivement dans une infirmière clinicienne. Mais c'est ça, c'est l'organisation québécoise actuellement pour les patients orphelins et les patients inscrits collectivement qui passent via ce mécanisme-là pour avoir une consultation médicale qui est un problème à la fois. Et le ministère a investi énormément d'argent dans l'implantation de cette innovation québécoise pour une première année avec des incitatifs financiers de facturation très alléchantes et intéressantes pour les médecins de famille pour participer. Donner un exemple, un patient GAP, c'est 4 fois le taux horaire pour une consultation clinique qu'un patient inscrit. Alors là, on voit que c'est même très attrayant d'offrir des services à des patients orphelins. Alors, c'est vraiment la structure qu'on a mis en place récemment. Je reviens maintenant, là, on dit, OK, je vous ai dit que c'est important d'avoir un médecin de famille ou une infirmière praticienne. On a développé différents mécanismes, puis il y en a des pays beaucoup plus structurés, collectifs selon le quartier. Nous, on a une liste d'attente pour nous aider selon le lieu géographique, mais avec des moments d'attente très importants. On a rajouté les gaps pour aider à la navigation pendant ce temps. Là, on a quand même 80 des Québécois qui sont inscrits à un médecin de famille. C'est vraiment excellent, c'est une belle qualité. Puis, au Québec, c'est notre clé souvent pour rentrer dans le système. Avez-vous un médecin de famille? Ah, ben là, vous pouvez avoir des services. Quand tu es orphelin, parfois, le seul alternative que tu as, c'est d'aller à l'urgence parce que les cliniques médicales acceptent juste les patients qui sont inscrits. Alors, mais une fois que tu as inscrit, puis au Québec, on formalise l'inscription, puis c'est une des seules provinces qu'on fait une formalisation. Vous êtes inscrit à un médecin de famille à la RAMQ, vous signez des papiers. Puis cette formalisation de l'inscription n'est pas dans les autres provinces. Un petit peu en Ontario, la Colombie-Britannique commence à le mettre en place, mais on fait une inscription formelle. Puis ce lien d'inscription, c'est la clé pour avoir pas notre rendez-vous, mais on est inscrit souvent dans un groupe de médecine familiale. Puis ce groupe de médecine familiale, selon le nombre de patients inscrits dans cette organisation-là, il y a des financements de ressources humaines complémentaires financés publiquement, infirmières, pharmaciens, travailleurs sociaux, basés sur le nombre de patients inscrits. Fait qu'on a vraiment cette vision-là qu'on a un lien, comme je disais, c'est vraiment important, la continuité relationnelle. Au Québec, on a développé beaucoup sur ce lien avec un médecin de famille. On le formalise parce que c'est une inscription formelle.
On commence l'infirmière praticienne, l'IPS, infirmière praticienne spécialisée en première ligne. Il y en a plusieurs au Québec. C'est tout récemment je pense que ça doit faire 1 an qu'on accepte que ce ne soit pas le médecin famille qui fait office de mentor des patients inscrits avec une infirmière praticienne. Alors, ça se développe au Québec. Dans les autres provinces, on était beaucoup plus avancé d'être inscrit directement avec l'infirmière praticienne. Alors, on va davantage, de plus en plus, vers une équipe interprofessionnelle. Alors, puis c'est important, cette source habituelle de soins. Là, je vous ai dit, il y a des pays qu'on est inscrit directement à un professionnel, il y a d'autres cliniques, il y a un autre pays qu'on est inscrit à une clinique. Puis vous donner une idée, là, il y a beaucoup quand même. Tu sais, quand je dis c'est important, là, la base, il y a 65% des patients inscrits dans des groupes de médecine familiale. Il en demeure un peu qui sont inscrits à des médecins qui ne pratiquent pas dans des groupes de médecine familiale. Il en demeure une importante part au Québec, là, 23% des patients qui sont orphelins ne sont pas inscrits à personne. Puis là-dedans, là, je vous épargne, j'en ai discuté un peu, l'inscription collective, c'est un peu complexe à comprendre, mais c'est vraiment un enjeu important. C'est quelque chose de quasiment vraiment pas pertinent d'avoir mis en place, mais c'est une mesure politique qui existe actuellement. Peut-être quelque chose qu'on fait bien. Je vous ai parlé beaucoup de nos problématiques, mais il y a une vision à travers le monde là, de développer davantage les cliniques médicales sur une équipe interprofessionnelle. C'est vraiment cette vision-là. Puis quelques pays commencent à avoir des modèles interdisciplinaires plus développés, comme la Finlande. On retrouve des physiothérapeutes, des psychologues. Je pense à la France que la sage-femme fait partie de beaucoup de modèles de première ligne. Il y a des pays que le premier contact dans une clinique médicale, comme en Finlande, c'est l'infirmière qui est le premier contact. Il y a des organisations pour le suivi de pédiatrique, pour le Well Baby Care. Fait il y a vraiment dans le monde ce désir, cette expansion qu'on voit sur inclure davantage d'autres professionnels. Mais même la France, ne sont pas très, très, très développés sur les équipes. Ils ont quelques maisons de soins de santé, mais le modèle prédominant demeure beaucoup un médecin avec peut-être une infirmière. Alors, on est très avancé par rapport à ça. Je pense qu'il faut se féliciter. À travers le Canada, c'est aussi un désir, tout le monde va vers une équipe interprofessionnelle davantage développée. Puis au Québec, on est les pionniers, on est les premiers de classe, il faut se le rappeler. Notre modèle prédominant, on en a un là, avec des variations, mais depuis 2002, on a des groupes de médecine familiale. Les groupes de médecine familiale sont basés sur des groupes de médecins de famille, des infirmières praticiennes. On a ajouté les travailleurs sociaux, les pharmaciens. Alors, notre équipe de base, elle est quand même très développée, puis il faut se féliciter de ça. C'est notre modèle, il n'y en a pas d'autres. C'est l'équipe élargie, on en a 340. C'est, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est 65% de la population québécoise est inscrite dans un groupe de médecine familiale ou que c'est une équipe de base interprofessionnelle. Puis c'est des ressources publiques qui sont ajoutées parfois dans des cliniques médicales qui se disent privées, mais tous les autres professionnels, infirmières, travailleurs sociaux, c'est des employés du CIS ou du CIUS qui travaillent dans des organisations parfois privées ou parfois on a les CLSC qui demeurent que ça peut être des CLSC GMF et là, ben, c'est des modèles publics. Se rappeler que CLSC, on était, pour ceux qui savent, c'est quoi? On était le modèle dans le monde, on a eu beaucoup de visites, on était dans les premiers à avoir cette vision-là d'avoir une équipe interdisciplinaire géographique avec prévention, de la promotion, puis sur papier, ça demeure encore un des plus beaux modèles, sauf que malheureusement, les médecins n'ont pas adhéré à ce modèle-là. C'est qu'on a dû réinventer ou proposer un autre modèle parallèle qui est un modèle interdisciplinaire sur une gouvernance privée qui était vraiment, les autres professionnels sont payés par l'État, les médecins sont rémunérés à l'acte, peuvent être propriétaires de la clinique avec des ententes. C'est le modèle qu'on a développé. Puis quand on se compare aux autres provinces, les autres provinces, ils s'en vont vers l'interdisciplinaire, à la même chose, intégrer davantage d'infirmières, travailleurs sociaux, mais on est vraiment nettement en avance. Même sur l'Ontario, qu'on regarde, c'est environ 30% des modèles sont très interdisciplinaires, puis nous, c'est vraiment le modèle prédominant. Colombie-Britannique, récemment, là, ils sont à réfléchir comment intégrer les infirmières dans leur pratique. Fait que je pense qu'il faut se dire que notre modèle, on est vraiment très avancé sur l'interprofessionnel, puis je pense qu'il faut continuer à aller dans cette direction-là. Les psychologues sont rarement implantés dans les GMF, physiothérapeutes, fait qu'il y a vraiment à réfléchir quel autre professionnel qu'on pourrait ajouter dans ces milieux de pratique. Vous le savez, là, j'ai parlé d'avoir cette affiliation à une équipe interprofessionnelle. Est-ce qu'il y a des réseaux structurés parfois dans des situations urgentes pour avoir un rendez-vous en soins primaires, mais
en dehors des structures d'urgence. Il y a des modèles qui le permettent. À travers le monde, là, il y a un modèle extrêmement intéressant qui est qui est la Norvège. C'est vraiment une organisation régionale structurée pour orienter les patients en ordre défavorable. Puis là, c'est même la Norvège, même, ils ont une approche très coercitive. Tu n'as pas le droit, comme patient, de te présenter à l'urgence. Il n'est pas possible d'y aller directement. C'est vraiment un numéro centralisé, une infirmière qui fait du triage, que selon la situation clinique, elle va juger que vous avez besoin d'aller à l'urgence, vous allez y aller, mais vous ne pouvez pas y aller vous-même. C'est vraiment le système est très organisé selon des algorithmes d'aiguillage et de priorisation régionale pour orienter le patient dans des heures défavorables. En Finlande, c'est des cliniques médicales qui sont intégrées aux structures d'urgence adjacentes, mais c'est vraiment un peu sans rendez-vous, mais c'est coordonné, pas délaissé à cette responsabilité dans les cliniques. Et on parle beaucoup d'orienter le patient au bon moment, l'aiguillage pour les consultations. Alors, c'est vraiment, est-ce que dans des situations, il y a eu 10 heures le soir, j'ai besoin, est-ce qu'il y a une possibilité, sans se présenter à l'urgence, qu'il y a un réseau coordonné pour avoir de l'information? Nous, on a Info Santé, ça l'oriente, mais ça ne donne pas de service, ça va aiguiller. Puis, dans le fond, ce qu'il faut se rappeler, là, je ne sais pas s'il y en a qui ont testé d'avoir des rendez-vous en heure défavorable, mais on n'a pas de coordination régionale ou provinciale. C'est vraiment des ententes dans les groupes de médecine familiale qui varient, qui peuvent varier selon la taille. Puis même, on a observé qu'il peut y avoir on demande de se coordonner en heure défavorable, mais ils peuvent se coordonner entre elles. Moi, je me rappelle, à Granby, j'avais observé que, mettons, il y a 4 cliniques médicales qui se poolent entre elles, fait qu'il y a moins de services parce qu'un couvre le lundi, l'autre le mardi pour les cliniques, fait qu'on a moins d'offres de services de consultation, puis c'est pas pondéré par la population. On a d'autres modèles, si vous êtes en région urbaine, qui a des cliniques réseau, qui c'est vraiment pour sans rendez-vous, puis c'est offert là, 365 jours par année. Fait qu'il y a différents modèles qui offrent des heures défavorables. Selon les modèles en GMF, on leur demande une certaine entente sans nécessairement vraiment avoir une reddition de compte. Puis là, c'est vraiment très, très variable. Est-ce que les cliniques offrent des rendez-vous? Puis souvent, je ne sais pas s'il y en a on a dit que les cliniques se fermaient à elles-mêmes. Ils offraient des rendez-vous seulement à les clients, à leurs patients inscrits. Fait qu'on, si vous n'êtes pas inscrit, ben, vous ne pouvez pas avoir accès. Fait que c'est vraiment, est-ce que vous offrez des rendez-vous à la population ou juste aux inscrits? Alors, c'est vraiment cet enjeu-là. Puis là, aujourd'hui, on oblige toutes les cliniques à faire des rendez-vous pour les patients orphelins et leurs patients inscrits. Fait que là, on essaie d'ouvrir parce que c'était une décision même organisationnelle. Est-ce qu'on ouvre des rendez-vous pour la population? Puis les cliniques réseau, les cliniques, c'est des GMF réseau dans leur entente pour avoir des ressources additionnelles. Je pense qu'il y en a 35 au Québec. Ils ont l'obligation d'ouvrir 365 jours par année et d'accepter des patients là, qui soient orphelins ou inscrits. Alors, on a ces éléments-là, mais ce n'est pas structuré, coordonné pour s'assurer d'avoir une couverture provinciale. Un autre élément, je ne sais pas s'il y en a que vous êtes déjà dit, ben moi, j'ai un médecin de famille, fait que je le vois quand j'ai, tu sais, mettons pour mes rendez-vous annuels, puis c'est pas recommandé maintenant pour les 50 ans et moins, mais je le vois pour des suivis chroniques, ça, mais quand j'ai l'urgent, ben, je ne vois jamais mon médecin de famille. J'ai une incapacité dans une situation urgente de le voir. Alors, c'est vraiment un indicateur qui est très suivi à travers le monde. Est-ce que vous avez une capacité de voir votre clinique médicale, votre médecin, c'est l'infirmière ou votre médecin le jour même ou le lendemain dans une situation urgente? Puis ce qu'on voit, c'est qu'à travers le monde, il y a 60 à peu près qui ont cette capacité, les meilleurs pays pour vraiment, là, est-ce que vous organisez pour avoir des consultations rapides dans votre organisation? On voit qu'au Canada, là, on est vraiment mauvais, puis on ne s'améliore pas. Là, je pense qu'on était à 43 en 2016. Fait que, il y a seulement 40 des cliniques qui disent oui, on peut offrir des rendez-vous dans 2 jours pour des situations urgentes pour notre patient. Alors, c'est vraiment un enjeu parce que si on n'est pas capable de voir son médecin ou sa clinique pour un rendez-vous urgent, on va se tourner dans d'autres milieux cliniques ou en sans rendez-vous. Puis là, on perd la continuité relationnelle, puis on perd où on va à l'urgence. C'est vraiment un enjeu pour s'organiser. Puis au Québec, sur cet élément-là, on appelle ça d'accès en temps opportun, accès rapide. On est comparable par rapport aux autres provinces. Fait là-dessus, on ne se distingue pas, on est tous mauvais pareil. Puis finalement, on parle de plus en plus, puis vous le savez, même aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se parler à travers le Québec, de différentes régions, avec l'utilisation des technologies de l'information. Comment on utilise les technologies de l'information en santé, en soins primaires? On n'est pas très, très avancé par rapport à ça, mais peut-être que, pas très avancé, mais moi, quand j'ai fait mon doctorat en 2009,
on demandait aux cliniques médicales, est-ce que vous avez un dossier médico-électronique? Puis, à l'époque, si la clinique disait oui, j'ai un dossier médical électronique, elle avait tous les points pour la qualité des soins. Maintenant, tous les cliniques ont un dossier médical électronique, puis ça fait moins de 10 ans. Il y a même des endroits où ils ont récupéré des espaces parce qu'ils ont enlevé le papier. Fait qu'il y a vraiment un enjeu qu'on progresse, là, on s'informatise, mais il y a encore des enjeux. C'est pas juste un dossier médico-électronique, mais est-ce que j'utilise la technologie pour que le patient prenne rendez-vous? Il y a des modèles que c'est une information. Les patients prennent tous leurs rendez-vous en ligne. Il y a des messageries sécurisées pour parler avec leurs patients, comme aux Pays-Bas. Il y a une utilisation même du système pour gérer, OK, dans ces situations cliniques-là, dans le dossier, selon les caractéristiques du patient, on peut auto-générer, programmer des recommandations de rendez-vous selon les guidelines. Ça, on n'est pas là encore au Québec. Quoi qu'il y aurait le potentiel de le faire avec le dossier médico-électronique. Puis, on en parle, puis vous en aviez parlé beaucoup, là. Est-ce que le patient et le professionnel ont accès à leurs propres données, à leur dossier santé? Fait que ça, c'est un enjeu que dans le monde, on est très avancé. Il y a des pays qui ont des systèmes qui sont utilisés pour la prise de rendez-vous en ligne. Puis là, le Canada, puis probablement qu'on ferait l'étude, on gagnerait des points, là, mais quand on regarde, est-ce que vous êtes capable de prendre un rendez-vous en ligne? Là? Vous l'avez peut-être tout expérimenté, on est à 22 puis le Québec, on est meilleur. 30 on est capable de faire des rendez-vous en ligne. On peut communiquer avec notre professionnel, notre médecin, via des applications sécurisées, puis là, on est vraiment à 12 Fait qu'il y a vraiment des opportunités d'amélioration possibles quand on se compare le Canada puis le Québec dans ces éléments-là. Est-ce que, Émilie, tu voulais... Je vois dans le chat, là, non, c'est correct, je suis correcte pour le temps. Il va falloir qu'on passe à la conclusion, malheureusement. C'est tout super intéressant. Non, c'est parfait. Je vais passer le paiement, puis... je suis arrivée à la conclusion. Fait que, c'est parfait, excuse. Rapidement, 4 minutes, je vous rappelle les grandes caractéristiques pour réfléchir. OK. Affiliation à un professionnel versus je suis affiliée avec une organisation médicale. C'est un enjeu de continuité. Est-ce que on veut réfléchir à avoir une affiliation avec un professionnel qui nous connaît, une organisation? On a vu les deux modèles dans le monde. On a vu l'inscription collective, que c'est une affiliation, une inscription à une clinique. Alors, c'est peut-être à réfléchir, est-ce que c'est vers ça qu'on veut se tourner si on n'a pas assez de professionnels, mais au moins qu'il y a une affiliation à une source régulière de soins? Près de son domicile, est-ce qu'on veut automatiser les inscriptions quand on déménage de quartier? Est-ce qu'on réfléchit pour avoir ces modèles d'accès rapide à un professionnel? Il y a tout un modèle, puis je ne vais pas faire du bruit avec ça, mais le modèle d'accès adapté, comment implanter cette réflexion de gestion d'agenda, de voir tout le temps des rendez-vous disponibles, 20 des plages horaires pour des rendez-vous urgents pour que dans des situations urgentes, vous êtes capable de voir votre médecin quand vous êtes malade dans les 2 jours et pas juste pour des rendez-vous de suivi. De coordonner un accès défavorable régional. L'équipe interprofessionnelle, on est bon, on peut aller plus loin, mais je pense qu'il faut juste se rappeler qu'on est excellent sur cet élément-là, mais psychologue, physiothérapeute, il y a peut-être des enjeux là. Puis là, toute la réflexion pour où est la place de la technologie de l'information, soit la prise de rendez-vous pour communiquer avec des professionnels, l'accès à son dossier, d'avoir des recommandations par rapport à ces situations cliniques. Alors, il y a beaucoup de développement possible dans ce sentier. Alors, désolée si ça a été plus long que prévu. Je suis tout à vous pour les questions.